On est ravis d'être là et représenter la communauté des dyslexiques. Le rôle essentiel des enseignants, des formateurs et des experts dans l'application de la compensation des désavantages. La compensation des désavantages, donc, c'est le terme qui englobe toutes les mesures servant à neutraliser, voire diminuer les limitations occasionnées par un handicap. C'est une sorte de tapis rouge, mais juste une sorte. Ce n'est pas vraiment un tapis rouge tout plat. Il désigne l'aménagement des conditions dans lesquelles se déroule un apprentissage ou un examen et non une adaptation des objectifs ou une dispense de notes, selon Mizrahi et Bolkenstein dans la revue suisse de pédagogie spécialisée. Des exemples de mesures de compensation sont, parmi bien d'autres, des lunettes, tout simplement, un fauteuil roulant, mais aussi une écriture agrandie ou un texte audio ou un espace sans dérangement. Donc toutes ces mesures sont très différentes, divergentes, et il faut bien se rappeler que chacune sert à compenser un désavantage. Il faut donc comprendre très bien de quoi il s'agit exactement. Premièrement, c'est un principe de droit. Le terme de la compensation des désavantages découle directement du droit en vigueur. Le droit à la formation est un droit fondamental. Lorsqu'on ne peut pas en jouir, il y a discrimination. Les textes de droit qui interdisent la discrimination sont les suivantes. Donc, premièrement, il y a la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, la CDPH, l'article 5 et l'article 24 notamment, que la Suisse a ratifié en 2014 et qu'elle est censée appliquer. La Suisse n'a toujours pas fait assez d'efforts par rapport à ce texte et en fait est en train de se voir imposer un blâme. Vous allez le voir ou le suivre dans la presse l'année prochaine parce que c'est vraiment un grand problème que la Suisse ne s'adapte pas assez vite à cette convention. Ensuite, il y a dans la Constitution fédérale l'article 8 qui interdit toute discrimination, les discriminations directes, mais aussi les indirectes, telles que la non-application de la compensation des désavantages. Et l'article 19, qui est très important, le droit à l'enseignement de base. Donc, dans une classe, il y a toutes sortes d'élèves et dans une société, il y a toutes sortes d'individus. Les textes de droit qui interdisent la discrimination dans la formation professionnelle, c'est la loi fédérale sur l'égalité pour les handicapés, la HAND, notamment dans son article 20. J'aimerais juste ajouter qu'on n'en a pas parlé vraiment de l'aspect juridique ce matin ou jusque-là, mais en fait, la compensation des désavantages est une obligation, ce n'est pas un choix. Alors, en outre, la compensation des désavantages est un outil d'optimisation. Donc, la compensation des désavantages sert à réaliser un environnement sans barrière. On a vu des images ce matin qui sont un peu identiques, hein, mais nous, on aime bien en fait enlever les barrières. C'est un outil pour optimiser les ressources de tous et toutes. Il y a des handicaps invisibles et des handicaps qui ne se voient pas. Visibles, pardon, je me suis trompée. Ma dyslexie me joue des tours. Donc il y a des handicaps visibles et des handicaps qui ne se voient pas. À prime abord, lorsqu'un handicap est invisible, il est plus difficile de le comprendre. On en a beaucoup parlé ce matin et d'en tenir compte surtout. Les troubles 10 sont très souvent invisibles, c'est des troubles neurodéveloppementaux et héréditaires. Donc chez nous, dans l'association, c'est vraiment 15% de la population. Il n'y en a pas plus avant que maintenant. Simplement que maintenant, on les détecte, on est diagnostiqué, ce qu'on n'était pas à l'époque. Donc, les enseignants sont confrontés à toutes sortes d'handicaps. Ça, on est bien conscient que ce n'est pas forcément toujours évident en tant qu'enseignant, mais surtout aux troubles de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie.
et même certaines fois on est associé à un TDA. Donc les manifestations des troubles sont nombreuses, chaque 10 est différent. Donc c'est vrai que là, dans les écoles professionnelles, que ce soit les enseignants ou les maîtres d'apprentissage, ils doivent vraiment aussi, on en a beaucoup parlé ce matin, c'est une grande discussion avec tout le monde pour trouver les meilleures stratégies et les compensations à développer. Les prises de considération des troubles, c'est donc pas facile, mais c'est réalisable en pratique. Les outils de reconnaissance et d'attestation du trouble, donc ça nous pose aussi problème dans les attestations des troubles, parce qu'on est souvent suivi, les jeunes sont suivis dans le milieu scolaire, donc primaire, secondaire, ils ont des moments où ils ont été diagnostiqués. Et quand on arrive dans la profession, on doit refaire des bilans. Et ce n'est pas toujours facile à trouver les moyens financiers aussi. Et les portes qui s'ouvrent, parce que quand on a un orthophoniste, on ne l'a pas forcément toute notre vie. Hein. Donc les outils de compensation des désavantages proprement dits, c'est les bilans des médecins et thérapeutes. C'est les personnes de référence des établissements scolaires, les maîtres d'apprentissage, les formateurs. Il y a des formateurs qui ne sont pas forcément les maîtres d'apprentissage, qui doivent savoir ce que sont les 10, comment impactent fonctionnellement l'apprenant. Ces outils correspondent à tout ce qui peut être mis en place afin de contrebalancer les difficultés causées par l'handicap. Donc on l'a vu plusieurs fois déjà, donc c'est le temps supplémentaire, le tiers-temps, les supports de cours adaptés et des polices d'écriture appropriées, très important. Donc nous on recommande surtout Century Gothic ou Comics sans MS, taille 14 au moins. Est-ce qu'il faut toujours faire aussi attention, parce que dans la dyslexie, on a aussi des gros problèmes avec les formes des lettres. Donc le A, quand il a sa petite queue en l'air, il ressemble à un E pour certains dyslexiques, mais pas tous. L'énoncé court et explicite, qui apparemment existe déjà. La calculatrice. L'aide à la lecture et à la bonne compréhension des consignes, très important que les gens en début d'examen ou de contrôle ont bien compris l'énoncé et puis qu'ils ont aussi la possibilité au cours de l'examen de reposer s'ils ont oublié ou pas compris. Ensuite, les outils informatiques tels que l'ordinateur, la tablette, le stylo de lecture, la lecture vocale, etc. Et l'espace tranquille qui est vraiment très important, mais comme on l'a déjà entendu, c'est pas vraiment un avantage de isoler un enfant si après il y a du brouhaha parce qu'il y en a d'autres élèves qui sortent et tout ça. De manière générale, tous ces outils peuvent être utiles à tous. Les 10 auront toujours de la peine à cause de leurs troubles. Leur raisonnement et leur intention sont intacts. Ils ont souvent un niveau intellectuel supérieur à la moyenne et la volonté de réussir. Il faut absolument, pour avoir une compensation des désavantages efficace, il faut absolument définir une stratégie. Une bonne stratégie nécessite les moyens suivants. Donc, il faut les enseignants, les formateurs, experts et maîtres d'apprentissage bien formés et soutenus par des référents efficaces. Il faut les outils institutionnalisés. Il faut des automatismes installés, tels que la demande ou la rencontre avec l'élève, justement pour savoir quels sont ses besoins. Il faut installer et faire ça, que c'est plus une exception ou c'est plus une faveur que l'élève demande, mais que c'est quelque chose qui est appliqué automatiquement, comme ça c'est une pratique dans certaines autres régions de notre globe. Et voilà. C'est pas toujours évident aussi pour un élève quand il sort du secondaire, de savoir où s'adresser et où trouver les bons outils, les
les bons formulaires à remplir et comment les remplir, c'est pas toujours évident. Et puis, le travail en réseau. On l'a vu plusieurs fois aujourd'hui, ça c'est vraiment essentiel. Et je crois que c'est là où les écoles peuvent faire la plus grande différence. C'est de donner des ressources de toutes sortes, humaines, espace, temps, financières, pour les intervenants de se rencontrer, d'échanger, de discuter. C'est pour la communication, c'est l'ABC d'une bonne compensation des avantages. Ça sert à rien de donner des aménagements si on n'en discute pas. Et puis, last but not least, les mesures de compensation doivent être appliquées tout au long de la formation et des passations d'examen. Et ça change aussi beaucoup d'une formation à l'autre. Il y a des formations où des jeunes doivent refaire une demande pour la passation d'examen. À certains autres, ils n'ont pas besoin parce que ce qu'ils ont mis en place en première année, c'est efficace pour l'examen. Mais ça, c'est pas dit à l'élève, pas forcément dit et non pas expliqué aux parents non plus pour le suivi. Donc l'obstacle ou les obstacles à surmonter, c'est surtout de déstigmatiser le principe de la compensation des désavantages. Il ne s'agit pas de faveur. Personne n'a envie de vivre avec un handicap. Il s'agit vraiment d'une nécessité pour fonctionner aussi bien que possible. Donc là, on arrive à nos références bibliographiques qu'on a parlé aujourd'hui. C'est vraiment important de le sortir des tiroirs, qu'il est bien souvent oublié, pour pouvoir mettre ces compensations des désavantages. Il y a la compensation des désavantages aussi qui est fait par la CSPS. Donc vraiment ces outils-là sur le site, vraiment on retrouve les fiches de tous les troubles, hein, pas seulement les 10, mais vraiment de tous les troubles. Plus ce livre, la compensation des désavantages, qui a été fait tout dernièrement et on en a parlé ce matin, il est en PDF, mais maintenant vous le trouvez, on peut le commander, il est en vrai ce livre. Et la DSR, ça fait quelques années, on a fait un film sur les jeunes 10 en formation professionnelle. Donc ce film, vous pouvez le trouver sur notre site adsr.ch, où les jeunes ont bien réussi à exprimer ce qu'ils ont vécu pendant leur apprentissage. Les jeunes peuvent s'envoler s'ils ont toutes les compensations mises en place. On vous dit merci pour votre attention.